Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur et un honneur de vous retrouver sur ce magnifique plateau consacré aux personnalités existantes et surtout qui marquent l'histoire et la vie du Cameroun au quotidien. Comme à l'habitude, nous allons dresser le tapis rouge ce soir à une personnalité très connue au Cameroun que nous avons toujours beaucoup de bonheur à recevoir sur ce plateau. Il revient d'un périple international où il est allé une fois de plus promouvoir le Made in Cameroun, la qualité existentielle du Cameroun. Lorsqu'on le dit, est-ce qu'on devrait encore présenter Amanclo Dabanda au Cameroun? Je dirais non. Représentant résident de l'IAI Cameroun et depuis peu titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, ce soir, il a l'occasion de s'ouvrir à vous et de vous plonger une fois de plus dans le monde de l'économie numérique au Cameroun. Je vous invite donc simplement à vous installer devant le petit écran, juste le temps de découvrir la personnalité que nous accueillons à travers ce portrait et on se retrouve avec lui sur le plateau. À tout de suite. À vous la parole, dresse de tapis rouge ce vendredi aux représentants résidents de l'Institut africain d'informatique au Cameroun avec statut de chef de mission diplomatique, Amanclo Dabanda. Téméraire et endurant, l'érudit de l'informatique est désormais auréolé des fonctions de titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale. Discret, Amanclo Dabanda est un pur produit des écoles professionnelles et sa générosité sans faille se manifeste à travers ses nombreuses actions caritatives. Leader incontesté au Cameroun, notre invité est titulaire d'un master en utilisation des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et la formation. Master UTICEF de l'Université du Pasteur de Strasbourg et d'un master en ingénierie de la formation et des systèmes d'emploi du CESAC de Dakar. À la tête de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, Amanclo Dabanda est également écrivain. La vitrine de votre émission À vous la parole jouit d'une reconnaissance nationale et internationale. Plusieurs fois honoré, il est chevalier officier de l'Ordre de la Valeur, détenteur des médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or au Cameroun. Chevalier du mérite gabonais et médaille du travail au Gabon. En plus de plusieurs trophées et médailles au plan international. Né le 26 août 1966 à Yaoundé au Cameroun, le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, de retour de son périple international, s'ouvre à vous ce soir. Amanclo Dabanda, côté cour, côté jardin, c'est tout de suite sur le plateau d'À vous la parole. Merci de nous rejoindre à l'instant pour ceux qui se connectent tout de suite sur Info Télévision. Comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, nous sommes en compagnie d'Armand-Claude Dabanda, une fois de plus ce soir sur Info Télévision, représentant résident de l'IAI Cameroun et, je le disais tout à l'heure, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. C'est un bonheur de vous accueillir sur Info Télévision. Bienvenue. Merci bien, merci beaucoup pour cet accueil encore renouvelé et merci au PDG de cette chaîne montante de notre pays, Info TV, qui fait des merveilles et je suis toujours très heureux d'être invité par Info TV. Oui, toujours au four et au moulin, j'aime à le dire, c'est la locomotive même, toujours présent. On vous accueille avec beaucoup de joie, vous revenez de très loin, vous êtes allé faire le tour du monde pour plusieurs raisons. On va découvrir ensemble au fur et à mesure de cette émission les différentes raisons qui vous ont entraîné hors du pays. J'avais juste envie de vous demander, quelle est l'actualité d'Amanclo Dabanda, de prime abord? L'actualité d'Amanclo Dabanda, personnellement.
j'ai pas bien compris la question. Dans quel sens Dans tous les sens. Je voudrais vous aider à vous détendre. Mais c'est le travail. D'accord, on se comprend mieux. Mais je me sens équilibré quand je travaille et quand je ne travaille pas, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose que je dois faire. Il y a toujours un problème que je dois résoudre. Ça peut être un problème familial, un problème professionnel. Et je pense quand même que j'ai consacré ma vie au travail. Et je fais que travailler pour faire avancer les choses pour notre pays. Et aussi pour ma famille. Justement, on l'a dit dans ce reportage, vous êtes quelqu'un d'intrépide, toujours sur le pas de course, et on va comprendre tout de suite pourquoi ça vaut la peine d'écouter ce que vous avez à dire. Je vous propose qu'on prenne la transition du face-à-face et on va parler tout de suite de cette chère UNESCO d'Afrique centrale, très chère à votre cœur, au cœur du Cameroun et au cœur de tous les jeunes et de toutes les femmes qui vous suivent au quotidien. Juste après la transition. On l'a constaté, vous faites l'actualité au Cameroun. Vous êtes sur tous les écrans, vous êtes sur tous les journaux. On parle de vous. Certains se demandent pourquoi. Je le disais encore en off il y a quelques minutes, vous méritez véritablement cet arrêt. Et je le disais à l'entame de cette émission, vous revenez d'un périple à l'étranger. La chère UNESCO, déjà pour les téléspectateurs qui nous regardent, s'il fallait présenter ce que c'est en quelques mots. La chère UNESCO d'Afrique centrale dont vous êtes titulaire désormais au Cameroun. Alors, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, c'est d'abord une université onusienne créée par l'UNESCO. Parce que quand l'UNESCO crée des chaires, c'est d'abord pour faire en sorte que la recherche ait un beau chemin, ait de belles perspectives, avec de bons acteurs, dans un environnement universitaire conséquent. La chaire UNESCO d'Afrique centrale, c'est aussi une chaire qui a une thématique spécifique comme chaque chaire créée par l'UNESCO. Pour le cas de cette chaire, la thématique principale, c'est de mettre en place un partenariat stratégique et institutionnel entre les universités de la sous-région, les institutions professionnelles de la sous-région et d'ailleurs, de façon à faire en sorte que les jeunes et les femmes qui sont les cibles de la chaire UNESCO puissent avoir leur autonomie par les TIC. Cela veut dire que il ne s'agit pas de former les jeunes en informatique juste pour qu'ils maîtrisent l'outil informatique, mais il s'agit de les former pour qu'ils soient autonomisés. Donc, pour qu'ils puissent gagner de l'argent à travers cette TIC. Pour qu'ils puissent gagner par eux-mêmes, leur vie par eux-mêmes, et qu'ils puissent avoir la possibilité d'avoir le sens de l'entrepreneuriat et de créer des entreprises qui leur permettent de se mettre dans le secteur de l'auto-emploi et qu'ils puissent être devenus entrepreneurs, donc créer un emploi pour eux-mêmes et en créer pour d'autres. Et donc, si les formations dispensées par la chaire atteignent cet objectif-là, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les personnes formées, que ces personnes soient des licenciés, ou des doctorats, ou des docteurs, que ces personnes aient la capacité de pouvoir créer un environnement entrepreneurial qui leur permet de gagner leur vie et donc de créer de la richesse, de créer de la valeur par leur savoir-faire. Et puis, autre chose à dire, c'est que contrairement aux universités conventionnelles, la chaire UNESCO ne s'occupe pas seulement des licences, master, doctorat, elle s'occupe aussi des formations qualifiantes, certifiantes, et afin de donner un certain savoir-faire à tous les niveaux
aux jeunes et aux femmes pour que chacun puisse avoir son rôle à jouer dans la société. Figurez-vous que même les non-scolarisés intéressent la chaire UNESCO. Ah oui, parce qu'en réalité, notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que tout jeune ou toute femme, qu'il soit scolarisé ou non, ait la capacité d'être formé pour devenir entrepreneur, pour créer quelque chose qui lui permet de gagner sa vie. Surtout que c'est la vision aujourd'hui de l'État du Cameroun, rendre la jeunesse entrepreneuriale encore plus active. Et c'est ce qui vous a amené dans le monde entier, aller vendre cette image-là, cette idée-là. Et pour nous, Claude Yanktia a signé un reportage où elle a essayé de retracer votre parcours. On va suivre ce reportage et puis on revient cibler les points très importants de votre périple à l'étranger afin d'éclairer à l'antenne des téléspectateurs sur votre voyage. Dans l'optique d'arrimer son pays, le Cameroun en particulier, et l'Afrique en général, aux nouvelles technologies numériques, Armand-Claude Abanda parcourt le monde à la quête de nouvelles performances dans le domaine des TIC. Animé par un esprit de partage d'informations et d'expériences pratiques, le représentant résident de l'IAI fusionne avec des universités internationales. C'est le cas de l'Institut Confucius basé au Cameroun, avec laquelle le représentant signe un accord de partenariat motivé par l'apprentissage de la langue. Cette collaboration devient ainsi le catalyseur d'une relation sino-camerounaise qui permet aux leaders de décrocher des opportunités de partenariat dans son domaine favori. Ainsi, dans le cas des accords avec la Chine, l'IAI bénéficie des avantages exceptionnels, notamment des bourses d'études, permettant aux étudiants de l'IAI Cameroun d'approfondir leurs connaissances en TIC au pays de Mao Tse-tung. La preuve de cette collaboration saine se matérialise cette année 2024 par une autre cuvée constituée de 15 étudiants camerounais soumis à une formation spécifique dans le domaine des TIC en Chine. Arrivés en fin de formation, ils ont reçu leur parchemin le 7 juin 2024 à Zhonghong, dans la province de Xianxun, un succès retentissant qui se traduit par sa présence à Bédine en Chine, en marge au 4e Forum Chine-Afrique tenu du 4 au 6 septembre 2024. Armand-Claude Abanda profite de sa visite dans l'Empire du Milieu pour multiplier les contacts permettant d'aboutir à des partenariats avec les Chines, mais aussi de consolider les accords signés en amont. Dans le même sillage, le visionnaire quitte le continent asiatique et va conquérir le continent européen. Séduit par la qualité des enseignements numériques, le représentant résident, dans un élan d'accomplissement, signe des conventions avec des écoles supérieures, à l'instar de l'Université de Brest en France, l'Université de Nantes, Dijon et Saint-Étienne. Le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, s'est ouvert aux potentielles collaborations à travers des échanges constructifs. Sa tournée européenne se poursuit en Italie, où le représentant résident dévoile une autre casquette. Parmi ses nombreux talents, l'écriture est une passion. Fils de prélat, l'un des fruits, né de ce puissant esprit narratif, est solennellement présenté au public italien à la faveur du Festival international du livre italien le 2 juillet 2023. Pour la pertinence et l'actualité des sujets traités, le roman à succès est traduit en italien Figlio del Prete. L'aventure est loin de s'arrêter. Après les multiples voyages à l'Occident, Armand-Claude Abanda regagne le continent africain. Il met tout d'abord le cap vers le Tchad. Ici, le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, signe avec l'université EC de N'Djamena une convention historique le 16 août 2024. Chemin faisant, le représentant conduit sa caravane au Congo en synergie avec le gouvernement congolais, l'érudit de l'informatique. C'est une autre convention avec le gigantesque campus de l'université Denis Sassou Nguesso de Brazzaville, siège de la représentation nationale du Congo de la chaire UNESCO d'Afrique centrale. Une démarche qui vise à renforcer l'accès au TIC en Afrique centrale. Le Cameroun n'est pas en reste. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Armand-Claude Abanda est à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire national afin de rendre l'outil informatique accessible pour les jeunes, mais aussi pour les femmes à travers des formations accélérées. Le but est de favoriser l'autonomisation et la création des emplois et même des entreprises.
Et voilà, donc à la suite de ce reportage, je vous propose de démarrer en Chine. On vient de vivre le 4e forum Chine-Afrique. Et en marge de ce forum, au cours duquel le président de la République a également eu l'occasion de signer quelques accords pour le Cameroun, vous également, vous y étiez. Qu'est-ce que vous nous ramenez dans la GBC? Alors, ce sommet Chine-Afrique, nous le vivons déjà depuis quelque temps. Ouais. Rappelez-vous que nous avons eu à signer une convention de 75 bourses en 5 ans, à raison de 15 bourses par an. Il s'agissait de faire en sorte que les étudiants de l'IAI, ceux qui sont boursiers notamment, puissent avoir donc cette possibilité donc de faire 1 an et demi d'études au Cameroun et 1 an et demi en Chine. Alors, ce partenariat a très bien marché, puisque la première promotion est revenue diplômée avec 100% de réussite, ce qui était vraiment une grande joie pour nous, parce que d'autant plus que j'étais présent à la remise de ces parchemins. Le Cameroun, vous savez, la Chine reçoit plusieurs des boursiers venant de plusieurs pays, et ceux du Cameroun ont eu 100%. Et là, nous avons été vraiment très heureux de savoir que l'IAI a toujours montré que ses performances sont assez remarquables. Et j'étais très heureux de voir que ces étudiants-là ont eu ces performances-là. Et donc, le système de bourse continue a été, et nous avons d'ailleurs, j'ai été reçu par le président de l'université de Janson qui m'a confirmé la poursuite de cette convention jusqu'au bout, de façon à faire en sorte qu'on puisse achever le processus et le recommencer, puisqu'il semble avoir du succès du fait du bon travail des étudiants de l'IAI. Maintenant, nous avons ramené une nouvelle bourse. C'est une autre université qui nous fait grâce de 100 bourses par an dans un système de 2+2, c'est-à-dire que les étudiants font 2 années d'études au Cameroun, à l'IAI, et après on fait 2 années dans cette université pour avoir le bachelor. C'est Bac plus 4 en Chine. Et par la suite, ceux qui ont terminé leurs études, ceux qui ont ce bachelor, peuvent continuer en master en Chine et avoir des bourses, ou alors revenir au Cameroun pour travailler dans des avec pour beaucoup d'entre eux, des recommandations du gouvernement chinois vers des entreprises chinoises établies en Afrique. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui évoluent dans les domaines du digital, du TIC, et aussi beaucoup d'entre eux qui évoluent dans le domaine du génie civil. Donc, c'est principalement ces secteurs qui intéressent la Chine par rapport à l'expertise africaine. Et de ce point de vue, l'IAI Cameroun a été donc choisi parmi une quinzaine d'universités africaines pour faire partie de ce consortium, de ce partenariat Chine-Afrique au plan universitaire. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai été invité pour faire partie des représentants du continent africain à ce consortium tripartite Chine, Afrique, UNESCO. Dans la réalité, ce qui a aussi peut-être concouru à on va dire à ma qualification pour être invité à ce sommet, c'est aussi ma casquette de titulaire à la chaire UNESCO. Parce que lorsqu'on parle d'un consortium tripartite, Chine, Afrique, UNESCO, le fait d'être chef d'établissement d'enseignement supérieur et titulaire d'une chaire UNESCO, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Ça vous donnait des opportunités. Cela a pu amener notre pays à être représenté parmi on va dire cette minorité choisie par le gouvernement chinois pour participer à ce sommet africain, à ce sommet Chine-Afrique.
vous ramenez un gros package pour les étudiants camerounais, notamment ceux de l'IAI. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous mettez le cap sur l'Europe, ou également de ce côté-là, on va commencer par la France. Vous signez également des accords. Mais en France, je dois vous dire déjà, je salue son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris, qui nous a vraiment accompagnés durant ce périple. Il a d'ailleurs désigné pas moins que le conseiller culturel, Dr Akomja, l'ambassade du Cameroun en France, à Paris, qui nous a accompagnés dans toutes les universités que nous avons eu à visiter. Et je pense que cet accompagnement a été très important parce que la présence du docteur Akomja, du conseiller culturel, apportait aussi le soutien étatique. Et non seulement ce souci étatique, il y a aussi même l'accompagnement diplomatique au-delà de ce que nous recherchions comme partenariat. Donc nous avons fait le tour des universités. On est allé à Brest où nous avons d'ailleurs signé une convention avec l'école nationale d'ingénieurs de Brest, une très très grande école qui est réputée dans son expertise pour la robotique. Nous avons également à Brest initié de nombreux partenariats avec d'autres grandes écoles, et puis on est allé à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Nantes et à Dijon, où nous avons rencontré le professeur Albert Dipanda, qui est directeur de l'école nationale polytechnique de Dijon, avec qui d'ailleurs l'IAI est en partenariat, parce que chaque année nous avons 2 ou 3 places pour nos étudiants qui sont intégrés directement dans ce cycle-là. Sans année préparatoire. Sans année préparatoire, sans concours. Donc ça, c'est une convention que nous avons et ça marche très très bien. D'ailleurs, le jeune inventeur de robots diplômé de l'IAI, il est passé par là. Donc, le parcours français a été vraiment une belle réussite grâce à cet accompagnement de notre ambassadeur qui, franchement, a mis en place les éléments qu'il fallait pour que nous puissions optimiser l'exploitation de cette tournée française. On a constaté que désormais l'Italie, la dernière fois c'était l'Espagne avec la traduction justement de Fils de Prélat. On aura l'occasion tout à l'heure d'en parler en 3e partie de cette émission, de ces livres-là. On a constaté que l'Italie également est une nouvelle destination pour le représentant résident du Cameroun. Absolument. Nous avons signé une importante convention de partenariat avec l'université, la célèbre université de Viterbo, qui va notamment nous permettre d'avoir un certain nombre de bourses pour des doctorants. Et je crois d'ailleurs que c'est un partenariat dont les effets vont se faire valoir incessamment, parce que nous sommes en train déjà de préparer les éléments de la mise en œuvre de cette convention. Donc il sera question de faire en sorte que des jeunes africains de la sous-région, des femmes et des jeunes qui sont la cible de l'UNESCO, puissent être en mesure sur la base des thématiques qui peuvent apporter véritablement la création de richesses dans notre sous-région, puissent présenter comme ça des thèses de doctorat qui pourront amener ces jeunes à impacter la société. Parce que pour nous, nous pensons que un docteur, c'est quelqu'un qui doit impacter la société. Il ne faut pas être docteur juste parce qu'on a un papier pour avoir le titre. Il faut être docteur parce qu'on a impacté la société. C'est-à-dire qu'on a changé quelque chose, on a amélioré quelque chose qui permet de faire en sorte que la vie des populations soit meilleure. Et je pense que de ce point de vue, c'est un axe sur lequel nous tenons vraiment. Il faudrait que nous arrivions vraiment, pas seulement les docteurs, tous qui sont formés
par la chair, que ce soit des docteurs, des masters, des licenciés, même des personnes qui sont titulaires de certificats, d'attestation, qu'ils puissent, par leur formation, impacter la société. Et donc, ce que nous avons vu à Viterbo est extrêmement important parce que il y a du concret, il y a la technologie est vraiment a vraiment un effet agissant sur l'environnement, sur la vie de la population. Et d'ailleurs, à cerise sur le gâteau, c'est que le jour de la signature de cette convention, pas moins que le ministre des Affaires étrangères d'Italie qui était parti de Rome était venu et nous avons eu un entretien assez fructueux que nous allons d'ailleurs essayer d'entretenir la prochaine fois que nous irons en Italie parce que il y a eu quand même quelques promesses qui pourraient être intéressantes pour les jeunes Africains qui veulent véritablement créer des start-up, créer des entreprises. J'allais dire au-delà de la création des start-up et des entreprises, mais créer des applications qui changent la vie de la société. C'est important à l'ère du numérique aujourd'hui. On subit un tout petit peu les applications qui nous viennent de partout dans le monde. Il serait temps qu'on en ait également qui sont produits et créés par des Camerounais. Et c'est pourquoi je dis toujours que il faudrait que nous puissions consommer ce que nous produisons et faire consommer aux autres ce que nous produisons plutôt que de continuer de consommer ce que les autres produisent. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important à faire savoir aux jeunes, notamment au plan du digital. Comme je dis toujours, nous sommes, avec la révolution numérique, nous partons d'égal à égal. Parce qu'il y a un seul cerveau humain. Et parce qu'il faut, pour que est-ce qu'on ne va pas se donner un peu plus de moyens au Cameroun pour rattraper le gap avec les autres? Non, c'est un cerveau, un ordinateur. Les moyens, c'est avec la révolution industrielle où on avait besoin de grands moyens, mais avec la révolution numérique, c'est un cerveau et un ordinateur. Et on part d'égal à égal avec nos partenaires de l'Occident. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, lorsque l'IAI était à l'ère compétition internationale à la virtuelle, vous vous rappelez que à l'époque, c'était une époque où l'acquisition d'un ordinateur était extrêmement difficile. Combien d'étudiants pouvaient se targuer d'avoir un ordinateur? Je pense moins de 20%, moins de 10% même. Et c'est pour ça que à cette période, nos salles machines, nos laboratoires étaient pleins parce que les étudiants venaient à tour de rôle pour pouvoir travailler et compiler leurs programmes informatiques. Et pour cela, il faut toujours avoir des ordinateurs. Donc, ils partaient dans ces compétitions. Je me rappelle, une fois, nous avons déplacé une vingtaine d'étudiants, donc qui avaient réalisé un certain nombre d'applications, notamment une application sur la modélisation d'un campement, d'une chefferie Bamileke, et un autre qui avait modélisé un campement pygmée. Bon, ça fait courir beaucoup de curieux, et je peux vous dire que la chefferie, celui sur la chefferie Bamileke avait remporté le prix Jeune Espoir, et celui sur la modélisation d'un campement pygmée avait remporté le prix spécial de l'innovation devant le Japon, devant la Chine, devant la France. Donc c'est pour vous dire que on peut ne pas avoir tout ce qu'il faut, mais lorsqu'on a déjà un ordinateur, puisque on mettait les étudiants dans une salle, dans un examen qu'on appelait opération top chrono, c'est-à-dire vous êtes dans une salle 24 heures, personne ne sort, personne n'entre, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez à manger, vous avez les toilettes, vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Il faut juste créer. On vous donne un ordinateur et vous avez votre cerveau et vous devez créer quelque chose et vous devenez, à partir de là, vous êtes champion ou pas. D'ailleurs, et il faut dire, et comme je le dis souvent, il n'y a pas de cerveau de blanc, ni de cerveau de jaune, ni de cerveau de noir. Il y a un cerveau humain. Et je pense que les Africains ont cette chance-là de pouvoir
peut-être même renverser l'ordre mondial grâce au digital à partir de leur savoir-faire et de leur connaissance dans le domaine du numérique. C'est ce que nous applaudissons avec vous parce qu'au quotidien, vous nous donnez envie. Et lorsqu'on vous écoute parler du numérique, on a tous envie de chercher des ordinateurs à la maison pour commencer à manipuler. N'oubliez pas que le chef de l'État avait déjà trouver une solution comme ça pour les étudiants, ouais. pour les étudiants camerounais, parce qu'il y a eu 500... La distribution des bébés. Voilà, il y a eu 500 000 ordinateurs qui ont été offerts aux ordinateurs, et ces ordinateurs ont été d'un grand apport, parce que les ordinateurs qui étaient un mythe à l'époque devenait un outil accessible grâce au président Paul Biya. Je pense que ça a été vraiment une belle action. Ça a été un déclic comme dans le livre. On va sûrement éplucher ce livre tout à l'heure. Le temps pour nous de finir de faire le tour de votre voyage pour cette chère UNESCO. Après l'Europe, c'est l'Afrique. Oui, nous sommes allés en Afrique, nous sommes allés au Congo. Au Congo, nous avons rencontré certains membres du gouvernement, dont le ministre des PME et de l'artisanat, parce qu'il faut dire que la base de l'économie, souvent dans certains pays, c'est dans les PME et l'artisanat. Ça dit qu'en fait, il faut former les artisans, former les chefs de PME pour qu'ils deviennent autonomes et créer ainsi de la valeur. Si nous mélangeons chaque petit résultat au plan de la création de la valeur, de la création des richesses venant de chaque PME, imaginez ce que ça peut faire dans tout un pays. C'est pour ça que notre premier cible, c'était le ministre des PME et de l'artisanat. Nous avons également rencontré d'autres membres du gouvernement. Nous avons aussi rencontré les patrons de la BDAC. Parce que comme vous le savez, au niveau de la chaîne UNESCO, nous sommes ambitieux, nous voulons réaliser de grands projets, parce qu'il faut bien que l'Afrique émerge par son savoir-faire et ait donc la possibilité de montrer que ce que nos jeunes et nos femmes peuvent faire est capable d'impacter notre vie. Et donc, la BDAC est un partenaire de choix. Nous allons certainement arriver à signer une convention avec eux. Alors nous avons aussi signé une convention avec le PREF-CEMAC. Le PREF-CEMAC, c'est le programme des réformes économiques de la CEMAC. L'objectif était de regarder le côté capital humain en termes dans les programmes du PREF-CEMAC, parce que le PREF-CEMAC réalise beaucoup d'activités sur les routes qui relient les différents pays de la CEMAC, ce qui a été une grande réussite aujourd'hui sur des bâtiments. Mais je pense que le PREF-CEMAC s'est intéressé à notre demande de partenariat sur le plan du capital humain, parce que si nous avons de belles routes, nous avons de beaux bâtiments, nous avons tout le bonheur que nous souhaitons au Cameroun. Et si nous n'avons pas un capital humain capable d'entretenir, d'optimiser l'utilisation de ces infrastructures, évidemment, elles ne vont pas servir à grand chose. Donc, il est important effectivement que le capital humain soit formé. Bon, nous, à la base, on avait pensé... vous savez, la population des 11 pays de l'Afrique centrale, au sens de la CEAC, c'est à peu près 200 millions d'habitants. Donc, on s'est dit, nous, on va se fixer un objectif en 10 ans de 100 millions. Donc, nous voulons former 100 millions de jeunes et de femmes. Alors, quand on signe avec la CEMA, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Nous avons pensé que nous pourrions leur proposer peut-être de commencer par un projet de 20 millions. De jeunes et de femmes, donc 10 millions de jeunes, 10 millions de femmes, et dans les pays de la CEMAC, et puis on voit comment la machine tourne. Et avec cette expérience-là, on pourra faire pareil avec les autres pays d'Afrique centrale. Et vous savez que nous avons quand même une expérience au niveau du Cameroun, parce qu'au Cameroun, avec le projet MIGEF, nous sommes déjà un peu plus de 900 000 personnes, jeunes et femmes formées. Avec l'opération 100 000 femmes, on est à 103 350 femmes formées, ce qui fait plus d'1 million de personnes formées sur l'ensemble du territoire national, et je vous le dis encore, jusque dans les fins fonds du village. Parce qu'on est allé partout grâce à l'accompagnement institutionnel de la première dame, Madame Chantal Biya, encadrée par le président de la République, président Paul Biya, et aussi
parce que sur le terrain, il y a eu des acteurs aussi qui ont mis en place, qui ont mis en œuvre cet accompagnement présidentiel. Je pense notamment au ministre Louis-Paul Motazé et au ministre Alamine Ousmane qui nous accompagnent chaque année dans le cadre de l'opération Michef. Parce que vous imaginez bien que pour former tant de centaines de personnes, il faut avoir des ordinateurs. Justement. Il faut avoir des groupes électrogènes. Là, il n'y a pas d'électricité. Il faut avoir des vidéoprojecteurs. Si vous avez une salle de 40 femmes, de 50 femmes, mais il faut bien qu'on ait un vidéoprojecteur qui permette de faire en sorte que ce qui est expliqué par le moniteur sur son ordinateur puisse être affiché dans un écran qui permet à tout le monde de voir ce qui est fait, plutôt que de faire en sorte que le moniteur aille devant chaque ordinateur. Oui. Donc, il y a beaucoup, cet accompagnement de ces deux ministres, l'accompagnement de ces deux ministres a été extrêmement important. Par exemple, si vous allez à Yoko, vous envoyez peut-être des formateurs faire 2 mois à Yoko, 3 mois à Yagua, 1 mois et demi à San Milima. Mais il faut bien que ces formateurs soient logés quelque part, qu'ils soient nourris, qu'ils aient les moyens de vivre. Et donc, cela nécessite un certain nombre de moyens qu'il faut déployer pour que cette formation des masses soit effective. Justement, parlant de cette opération MIGEF 2035, vous l'annonciez d'ailleurs il y a quelques minutes, que nous sommes à près d'1 million de personnes, plus d'un million pour MIGEF, je suis à MIGEF, puisqu'on a enchaîné, hein, on est sorti de la chaire UNESCO. Il y avait le Tchad, hein. Oui, parce justement. Que j'étais au Congo. Je vais peut-être aussi dire que il y a eu l'étape du Tchad où nous avons été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement du Tchad, et le ministre de l'économie numérique, avec qui on a d'ailleurs signé une convention de partenariat chez UNESCO, ministère de l'économie numérique, le ministre de l'éducation nationale, qui est le président de la commission nationale de l'UNESCO, avec qui nous avons signé aussi une convention pour la mise en place d'une représentation nationale de la chaire UNESCO au Tchad, et avec quelques universités également, notamment HEC Tchad, il y a également l'université du Tchad qui va signer bientôt. Nous avons aussi au Gabon signé une convention avec l'université des sciences politiques et de management, bientôt aussi avec l'université Omar Bongo. Donc il y a beaucoup de... D'ailleurs, je voudrais dire des salutations très respectueuses à madame l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, parce que là, son action a été très importante, tout comme l'ambassadeur du Cameroun au Tchad, qui nous a accompagnés dans toutes ces missions, l'ambassadeur du Cameroun au Congo également. Je pense franchement que nous sommes bien accompagnés par nos postes diplomatiques, et vraiment je remercie le ministre, le jeune Belambela, ministre des Relations extérieures, vraiment pour cet accompagnement diplomatique que nous avons dans tous les pays où nous allons mettre en place une représentation nationale, ou alors chercher des partenariats pour que la chaire UNESCO puisse importer le savoir-faire venant d'ailleurs. Voilà. On va donc poursuivre. Hein. Les deux sont liés, puisqu'on parle toujours du numérique, mais cette fois on est dans l'économie numérique proprement dit. On parle justement de cette opération MIGEF 2035, une opération qui vous fait voyager et qui vous entraîne dans presque tout le Cameroun, même dans l'arrière-pays. Comment l'idée déjà vous est venue de vous lancer dans cette aventure, vous-même vous venez de le dire, qui semble un tout petit peu périlleuse et un peu compliquée. Beaucoup de personnes se demandent, il fait ça comment? Il fait ça comment, Amanclo Dabanda, pour se réveiller un matin et décider de faire le tour du Cameroun pour que même la maman qui est à l'arrière-pays puisse manipuler l'outil informatique? Alors, je vais vous dire tout de suite, tout a commencé lors d'un discours du président de la République, le président Paul Biya. Au début de ce millénaire, je crois que c'était en l'an 2000. En l'an 2000. Non, en 2001, je pense. Il avait dit, en s'adressant aux jeunes, il a dit qu'il faut que les jeunes et les femmes s'arriment à la modernité. Alors, après ce discours, j'ai réuni mes collaborateurs et je leur ai demandé de faire une analyse de cette prophétie présidentielle. Il faut que les jeunes et les femmes s'arriment à la modernité. Cela veut dire que le président voudrait que les femmes et les jeunes se mettent à l'apprentissage de l'outil informatique.
Et c'est comme ça donc que nous avons imaginé 2 projets. Un projet pour les femmes, que nous avons appelé Opération 100 000 femmes, et un projet pour les jeunes, que nous avons appelé Youth Online, les jeunes en ligne. Et le projet Youth Online s'est bien passé. Nous avons formé près de 80 000 jeunes à l'époque, mais c'était un projet un peu discret. Par contre, le projet Opération 100 000 femmes a eu plus de visibilité parce que les femmes aiment la fête. Parce que chaque fois qu'elles reçoivent les attestations, elles-mêmes organisent la fête. Donc quand nous allons remettre les attestations, nous trouvons que la fête est déjà organisée pour cette remise d'attestation. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Et c'est comme ça que l'opération 100 000 femmes a pris de l'ampleur. Et Madame Chantal Biya, aidant, parce que étant marraine nationale du projet, a apporté ainsi sa caution institutionnelle, la caution morale. Et donc cette double caution nous a donné plus de possibilités d'être acceptés partout où nous allions. Vous imaginez bien que un projet qui est parrainé par la première dame, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, les hommes politiques d'une manière générale ne pouvaient que nous accueillir avec beaucoup d'égards, étant donné quand même que c'est un projet qui avait une caution présidentielle. Donc je pense, c'est pourquoi là, je voudrais revenir encore pour dire merci à Madame Chantal Biya. Merci vraiment pour cet accompagnement qu'elle a apporté au jour le jour. D'ailleurs, je me souviens que nous avons, pour le cas de l'opération 100 000 femmes, nous avions limité cette action au départ aux villes de Yaoundé et Garoua. Et puis après, elle nous a convoqués et nous a demandé d'aller aussi vers les populations rurales. Parce que nous ne devons pas rester uniquement basés dans les grandes villes. Et c'est même elle qui a dit, non seulement on va dans les villes moyennes, mais il faut aussi aller jusque dans les villages pour former les femmes pour qu'elles puissent avoir accès à l'information. Et elle s'est pas arrêtée là, elle nous a dit, pensez aux couches défavorisées, pensez aux handicapés, pensez aux sourds-muets, pensez aux enfants autistes, pensez à tous ceux qui sont des orphelins, des enfants de la rue, et je peux vous assurer, les albinos, je peux vous assurer que nous avons formé toutes ces couches-là gratuitement, avec le partenariat tantôt du ministère des Affaires sociales, tantôt de la Fondation Chantal Biya, tantôt du CERAC et tantôt des synergies africaines. Donc, nous avons... Elle vous a donné une mission et elle vous accompagne. Effectivement, elle nous a donné sa caution. Cette caution, elle ne vaut plus que l'argent. Cette caution était très importante parce que sur le terrain, ça nous facilitait un peu la tâche, même si c'était un peu difficile quand il fallait peut-être transporter les ordinateurs d'un chef de département à un village. Parfois, il y avait un problème de route. On mettait parfois, nos moniteurs mettaient parfois des ordinateurs dans des saviennes à la merci des intempéries. Donc, vraiment, c'était difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'un de nos objectifs, c'est vraiment de faire en sorte que les 35 chefs de centre que nous avons actuellement puissent avoir une pick-up, une 4x4 pour pouvoir aller transporter les ordinateurs en toute sécurité dans ces voitures quand ils vont former les femmes, les jeunes, les enfants dans des villages, dans des régions difficiles d'accès. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui évidemment sera utile si nous arrivons à avoir quelques 4x4 parce qu'en réalité c'est un vrai frein, c'est le de promotion pour aller vraiment au plus profond des villages. Opération MIGEF 2035, l'objectif à l'horizon 2035. Vous avez l'impression d'être dans le tempo. On est quasiment à 1 million de personnes formées. À l'horizon 2035, vous jugez, vous, en tant que le promoteur de ce projet, la machine roule bien ou elle est grave? Elle roule très vite. Parce que nous sommes largement en avance. Vous savez, c'était à l'horizon 2035. Mais nous sommes en 2024. Donc on est à 11 ans de 2035. Cela veut dire que on est allé trop vite. 900 000 personnes formées 11 ans avant la fin de l'objectif. Je pense que c'est quand même quelque chose de formidable. C'est pourquoi nous n'avons pas peur des chiffres au niveau de la chaîne UNESCO quand nous demandons
que quand nous voulons former 100 millions de jeunes et de femmes dans les pays d'Afrique centrale en 10 ans. Nous n'avons pas peur des chiffres parce que les représentations nationales que nous sommes en train de mettre en place dans chaque pays, dans chacun de ces pays, vont être chargées d'assurer l'extension de ces formations dans les villes et les villages de ces pays. Lorsqu'on va faire la somme, on sera peut-être à 15 millions. On sera peut-être à 150 millions. Aujourd'hui, vous allez trop vite, mais vous jugez qu'il y a des besoins pour encore ouvrir. Parce qu'il y en a qui écrivent déjà. Il y a une dame qui parle d'un quota où elle se trouve en ce moment. Elle dit qu'il n'y a pas un accès facile aux ordinateurs de ce côté-là. Et elle demande s'il y a des possibilités qu'à travers ce projet dont vous parlez, qu'on réussisse même à mettre à disposition des ordinateurs dans les coins reculés. Bon, alors... Au point de vue IAI, on n'est pas fabricant d'ordinateurs. Oui. Au point de vue UNESCO, on n'est pas fabricant d'ordinateurs. Oui. Même si dans un de nos périples, nous avons pu contacter des fabricants d'ordinateurs, ceux qui montent des usines d'assemblage, ceux qui ont des usines d'assemblage d'ordinateurs, on les a encouragés à venir en Afrique centrale, peut-être mettre en place, ici sur place, des usines d'assemblage d'ordinateurs pour que ces ordinateurs soient plus accessibles. Ça, c'est quelque chose qui peut effectivement être fait. Bon, maintenant, on n'est pas fabricant d'ordinateurs. Bon, par contre, parlant d'un cotin, nous sommes allés en Cotin plusieurs fois. On a vu des promotions en Cotin qui ont été d'un grand succès d'ailleurs. En Cotin, en Banjok, d'une manière générale dans la Haute-Sanaga. Donc, je pense que je suis pas étonné d'avoir des réactions de ce côté parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'engouement là-bas. Effectivement, si on avait plus d'ordinateurs accessibles, il y aurait plus de possibilités de créer de la valeur, de créer des richesses dans le domaine du numérique. Si on vous demandait aujourd'hui ce qui vous manque au niveau de cette bataille, de cette opération MIGEF, pour être totalement opérationnel, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ont encore l'occasion de mettre également la main à la tâche pour pouvoir améliorer ce projet très très porteur et qui fait du bien aux femmes et aux jeunes au Cameroun, qu'est-ce que vous allez solliciter? Alors, nous avons du capital humain en bon nombre, mais il nous manque un peu plus de moyens. Parce que comme je vous ai dit, pour déployer ce capital humain sur l'ensemble du territoire national, il faut des moyens. Et parfois, ça nous manque. Bon, voilà. Pour réaliser des formations, il faut suffisamment de matériel informatique. Je peux vous dire que nous sommes, et je le redis d'ailleurs, nous sommes bien accompagnés par deux ministres, le ministre Lupo Motazé, qui vraiment a commencé son soutien depuis très longtemps, et le ministre Alamine Ousmane. Parce qu'il y a deux types d'appui. Il y a l'appui au plan du fonctionnement de MIGEF, c'est-à-dire comment faire pour que ça fonctionne. Les formateurs qui vont dans les villes et villages pour former, comment est-ce qu'ils y vont, où sont-ils logés, quels sont les types de problèmes dont il faut trouver des solutions. Maintenant, il y a le cadre investissement, c'est-à-dire, et là c'est le ministre Alamine Ousmane qui s'occupe vraiment de mettre à notre disposition la capacité d'avoir la logistique des ordinateurs, des groupes électrogènes, des vidéoprojecteurs, des câbles, pour à chaque fois on déconnecte ici pour reconnecter ailleurs, parfois des câbles qui se perdent en chemin, donc vraiment, on est bien accompagné. Mais je pense que il faut peut-être aussi que d'autres âmes de bonne volonté, parce que l'État ne peut pas tout faire, d'autres âmes de bonne volonté puissent se saisir de cet outil pour dire nous voulons accompagner MIGEF 2035 dans ce travail social qui veut que la majorité de la population soit formée. D'ailleurs, pour que la digitation marche bien, il est très important que tout le monde soit formé. Parce que si on forme, on a de grandes applications informatiques pour faire tourner les administrations, et que les utilisateurs ne savent pas utiliser l'outil informatique, cela ne servira à rien. On aura perdu de l'argent pour rien. C'est pourquoi je dis toujours aux politiques africaines qu'il faut placer d'abord la formation des masses devant.
C'est-à-dire que faire en sorte que la majorité des populations soient formées, peut-être en même temps qu'on met en place les grandes applications informatiques qui font tourner l'administration, ou alors commencer par former les masses et déployer après ces outils didactiques et logistiques qui vont permettre vraiment que le digital soit une véritable réalité. N'oubliez pas que le chef de l'État, dans un de ses discours, avait dit que le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Et bien sûr, on va poursuivre notre discussion tout à l'heure, puisque on va rentrer. Une de vos casquettes les plus importantes, dont on ne parle pas beaucoup, c'est le côté écrivain. Justement, ce livre qui nous parle encore de cette chaire UNESCO d'Afrique centrale, avec beaucoup de paramètres, on va l'éplucher, on va analyser un tout petit peu vos livres et l'impact que ça peut avoir sur la société. Mais avant d'ouvrir cet autre volet, je vais vous laisser vous détendre encore un peu plus avec Claudia Ntia, qui est journaliste ici à Info Télévision. Elle va un peu nous faire voyager dans un autre monde avec vous. Vous savez, là, on faisait parler Amanclo Dabanda, le représentant de l'IAI Cameroun, à côté court, et elle viendra un peu ouvrir votre jardin secret. J'espère que vous serez assez réceptifs, et j'invite les téléspectateurs à suivre avec beaucoup de plaisir peut-être l'autre visage d'Amanclo qu'on ne connaît pas beaucoup. Je vous laisse en compagnie de Claudia Ntia, et moi je vous reviens juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission À vous la parole, et comme vous le savez, nous recevons donc le représentant résident de l'IAI Cameroun, Amanclo Dabanda. Alors nous venons de vivre la première partie de cette émission. Comment vous vous sentez? Ben, je me sens très bien, je me sens dans mon élément, et puis je parle de ce que je sais, de ce que je comprends, de ce que je vis. D'accord. On va donc dès à présent mettre de côté l'Institut informatique. On va mettre de côté vos multiples voyages. On va entrer dans votre petit jardin secret. Alors, il s'agit tout simplement de répondre à une série des questions. Le jeu est tout simple. Si vous sentez qu'une question est assez sensible, vous pouvez dire « je passe ». Si vous êtes prêt, on y va. Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le mot ambition évoque en vous? Non, l'ambition, pour moi, c'est un mot qui voit la capacité de faire des choses pour le bien de la communauté. D'accord. Il faut pas être ambitieux pour moi, mais être ambitieux pour travailler au profit des autres. Nous avons un chrono. Nous suivons le chrono, donc répondez un peu plus rapidement. Alors, quelle personnalité publique ou personne de votre entourage vous inspire au quotidien? Le président Paul Biya. D'accord. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre travail est-il important? Le travail, c'est 9 sur 10. Quelle responsabilité ou tâche pèse le plus au quotidien? La recherche des moyens de fonctionnement. Quelle est la partie la plus sensible de votre corps? C'est mon cerveau. C'est lui qui me fait travailler. Décrivez-moi la personnalité publique qui vous fait fantasmer. Qui me fait fantasmer? Oui. Comment ça? Je comprends pas. La personnalité publique qui vous fait fantasmer, genre vous avez envie d'être avec? Je passe. D'accord. Parce que je comprends pas. Entre les quatre murs, quelle est la musique qui vous allume? Le Zouk Love. À quand remonte votre dernière séance de méditation? De méditation? Oui. Sur quel plan?
À la maison, vous avez envie de vous détendre. La méditation. Ben, Vous avez envie d'être seul. Tous les jours, je médite. Le matin, quand je me réveille, le soir, avant de dormir, je médite. Je fais le bilan de la journée. D'accord. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Je pleure parfois quand j'ai mal et je pleure quand je suis en joie. Donc, les pleurs, c'est assez courant pour moi. Quelle est votre position sexuelle préférée? Je passe. Motel ou hôtel? Je passe. Si je vous disais Kamala Harris? Je passe. Hibou ou Églisien? Je passe. L'argent motive-t-il vos décisions professionnelles? L'argent peut motiver une décision professionnelle quand il est nécessaire d'avoir des moyens financiers permettant d'atteindre l'objectif. Avez-vous déjà eu affaire à une prostituée? Jamais. Que pensez-vous de moi en ce moment précis? Vous êtes une belle femme. Quelle est votre couleur de sous-vêtements que vous préfériez voir sur votre femme? Je passe. Dans quel lieu insolite aimeriez-vous faire l'amour? Je passe. Parlez-moi de votre meilleur ami côté féminin. Je passe. Alors, pouvez-vous échanger votre poste de représentant résident de l'IAI Cameroun contre 1 milliard de dollars? Je passe. Quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur je ne sais pas si j'ai une plus grande peur, mais il y a des peurs dans la vie. Quelle a été la matière la plus difficile pour vous à l'école primaire ou secondaire? En général, j'étais à l'aise dans presque toutes les matières. D'accord. Quel est le nom de votre maître du coup moyen 2? Monsieur Onana Nicolas. Monsieur Onana Emile, pardon. D'accord. Imitez les cris d'un animal de votre choix. Je passe. Même pas le chat? Si vous pouviez décrire la chaîne de télévision Info TV en 3 mots, que serait-il? Performance, croissance et pertinence. Si je vous disais 8500 vols d'animation, le nom de quel artiste vous vient directement en tête? Je passe. Quel est votre sport préféré? Le foot. Votre plat préféré? Le sanga. D'accord. Nommez un aspect de votre enfance qui a eu un impact sur votre vie aujourd'hui. Un quoi? Nommez un aspect de votre enfance qui a eu un impact sur votre vie aujourd'hui. Ah, c'est le moment où j'ai été président de la coopérative scolaire au lycée de Bala et où j'ai gagné le prix national de travail manuel grâce à 40 000 plants de cacaoyer que nous avons mis en place dans la ville de Bala. Polygamie ou monogamie? Je préfère passer parce que je ne veux pas que mon choix impacte, influence certains jeunes aujourd'hui. Quel a été votre tout premier boulot? Enseignant, j'ai été professeur de mathématiques. Alors, vous avez effectué quelques voyages en Chine. Comment dit-on bonjour en chinois? Ni hao. Ni hao ma? Ren hao. Avez-vous peur de la mort? Je ne sais pas s'il faut avoir peur de la mort. Il faut vivre. C'est Dieu qui décide la mort. Alors, à quel âge avez-vous perdu votre virginité? 18 ans. Merci, monsieur Armand Claude Abanda, d'avoir joué le jeu. Comment ça a été? Ça a été passionnant, c'était bien. Tranquille. Vous m'avez donné le code et j'ai respecté ce code. D'accord. Quand je ne sais pas, je passe. Alors, nous allons poursuivre justement cette seconde partie de cette émission et Rosalie l'avait déjà indiqué avant de quitter ce plateau. On va justement parler de ce livre que je tiens en main. On parle de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, clic présidentiel Access TIC, l'exemple du Cameroun. Justement, on va permettre aux téléspectateurs de savoir de quoi il s'agit exactement. C'est un reportage signé Nadège Ofedjo. Vous allez retrouver Rosalie Guessele tout à l'heure pour la suite de l'émission. 100 000 femmes horizon 2012, rapport MIGEF 2035 et 100 visages de femmes formées. Préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, et la postface du livre est signée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Joseph Lé, et le préambule « Ouverture au printemps des femmes » porte la marque de Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Véritable fresque historique et politique du combat de l'auteur pour le développement des compétences numériques,
Ce deuxième jet littéraire d'Armand Claude Abanda, alliant érudition réjouissante à un talent d'écrivain confirmé, mérite une attention particulière. Spéciale recommandation. Bien sûr, vous êtes toujours en compagnie d'Armand Claude Abanda. C'est toujours à vous la parole qui se poursuit. Merci à Claudia Ntia pour ces moments d'intelligence pertinente tout à l'heure. Et merci bien sûr à Nadège Fouidio pour ce reportage. Alors, je me retourne une fois de plus vers notre invité, Armand Claude Abanda, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, clique présidentielle, accepté ici l'exemple du Cameroun. Sur la première de couverture, on a une image du président de la République et de son épouse, justement derrière des jeunes qui sont en train d'utiliser l'outil informatique. Pourquoi avoir choisi cette première de couverture, cette image, pour illustrer votre livre? Alors, pour choisir une image, pour ce livre, j'en avais plus de 10 000. Alors, cette image, elle n'est pas la plus nette en termes de qualité d'image, mais c'est l'image qu'il fallait. C'est la seule image que je devais choisir pour symboliser la marque de cet ouvrage. Pourquoi? Alors, quand on dit clique présidentiel et accès TIC, vous voyez bien qu'il y a le chef de l'État en pédagogue. Il joue ce rôle d'enseignant, d'encadreur de jeunes enfants. Dès qu'il a cliqué, il a donné accès au TIC dans toute la République. Donc, clic présidentiel et accès TIC, cela montre que le chef de l'État est aux avant-postes de la vulgarisation de l'utilisation de l'outil informatique au Cameroun. Et maintenant, plus bas, nous avons l'exemple du Cameroun. Au départ, j'ai d'abord écrit le cas du Cameroun. Mais là, je me suis dit non. Il faut plutôt parler d'exemple du Cameroun. Parce qu'il y a très peu de pays qui ont réalisé ce qu'a fait le Cameroun dans le domaine de la vulgarisation, de la formation dans les TIC. Je pense même que, à ma connaissance, je ne connais pas un pays qui a fait comme on a fait ici. Parce que avoir un programme qui forme 900 000 personnes, qui forme 1 million de personnes, je ne pense pas qu'ailleurs cela existe. Et donc, le moteur de cette machine, c'est le président Paul Biya. Et je vous ai dit que c'est lors d'un discours qu'il avait prononcé en disant qu'il faut s'arrimer à la modernité, s'adressant aux jeunes, aux femmes, que nous avons donc pensé lancer ce projet de formation des masses, parce qu'en réalité, le chef de l'État agit comme un architecte. Donc, il ne peut pas être maçon, il ne peut pas être sur le terrain pour... il visualise et puis il faut des gens pour matérialiser. En fait, j'ai envie de dire, au-delà de la visualisation, il conçoit une idée, il conçoit un projet, et c'est normalement les entités de la société, chacun à son niveau, qui doivent voir ensuite comment faire pour mettre en œuvre l'idée de l'architecte. C'est ce que nous avons fait. Donc, cette photo, elle est vraiment celle qu'il fallait pour matérialiser la symbolique de l'ouvrage qui aboutit aujourd'hui à une chaire UNESCO d'Afrique centrale au Cameroun. Avant de rentrer dans le contenu de ce livre, je l'ai constaté 224 pages, on constate que c'est un livre qui a été préfacé par Samuel Mvondo Ayulo, pour ceux qui nous regardent hors de nos frontières. C'est le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. On a également constaté en feuilleton que lorsqu'on arrive à la postface, c'est également une autre personnalité, Joseph Lee, qu'on ne présente plus au Cameroun, ministre de la fonction publique, qui a d'ailleurs été, et de la réforme administrative pour être totalement dans la formulation, mais qui a été également l'ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Et vous ne vous arrêtez pas là. Le préambule, vous donnez à une femme, comme pour dire que elles ne sont pas en arrière-plan. La ministre Marie-Thérèse Abeno-Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Comment on fait pour rassembler des monuments pareils autour d'un livre?
Comment ça s'est fait? Alors, pour vendre son idée, pour vendre ses propositions, il faut d'abord, au départ, avoir un bon produit. Si vous n'avez pas un bon produit, les bonnes propositions ne vont pas venir. Si vous venez me proposer de préfacer un ouvrage qui n'en vaut pas la peine, je ne vais pas le faire, malgré tout l'amour que je peux avoir pour vous. Donc, je me suis arrangé à travailler depuis quelques années cet ouvrage pour qu'il soit un ouvrage historique, un ouvrage pour la postérité, un ouvrage qui, dans les décennies à venir, montrera ce qui c'est, comment est-ce que le digital a pu naître dans notre pays, comment est-ce que la vulgarisation de ce digital a pu se mettre en œuvre et jusqu'à aboutir à une chaire UNESCO. Parce que moi je dis toujours que l'ambassadeur, la chaire UNESCO que nous avons aujourd'hui, que le Cameroun a, dont a hérité le Cameroun aujourd'hui, venant de l'UNESCO, est une retombée du mandat d'ambassadrice de bonne volonté de la première dame, Madame Chantal Biya. Et qui dit Chantal Biya dit Paul Biya. Donc vous comprenez que le livre ne pouvait être titré que sur un effet d'action présidentielle. C'est pourquoi je parle de clic présidentiel. Le clic, c'est quelque chose qui se fait en une fraction de secondes. Voilà, le clic présidentiel et qui donne accès au TIC. C'est pourquoi nous avons appelé la chaire UNESCO d'Afrique centrale Accès TIC. Donc, je dois vous dire que le ministre Samuel Vondoyolo, que j'admire énormément pour sa posture, pour son savoir-faire professionnel. Je l'ai connu lorsqu'il était ambassadeur du Cameroun au Gabon. Il a été administrateur quelque temps de l'IAI, il a assisté à certains conseils d'administration de l'IAI. Il a beaucoup soutenu et défendu l'IAI Cameroun, parce que comme vous le savez, au plan international, il y a des combats, il y a des batailles, n'est-ce pas? Donc, lui, il a vraiment soutenu l'IAI de son pays, vraiment avec la plus grande énergie. Et puis après, je l'ai rencontré également quand il était ambassadeur du Cameroun à Paris. Et puis, j'ai eu donc le courage d'aller vers lui et de lui proposer qu'il soit le préfacier de mon livre pour ce qu'il a eu apporté dans cette évolution de l'IAI depuis le Gabon. Et ensuite, je suis allé voir le ministre Joseph Lé, qui a été directeur adjoint du cabinet civil, et je peux vous dire que pendant qu'il était au cabinet civil, il a beaucoup soutenu l'IAI parce que beaucoup de dossiers que nous avons envoyés à la présidence de la République, des lettres écrites au président de la République, sont rentrés toujours avec, pour la plupart, non, tous pour tous, avec un accord présidentiel. Je pense que tout ce que nous avons eu, chaque fois qu'on a eu à solliciter le chef de l'État, il y a eu un accord. Et il y a eu un accord parce que ce que nous avons demandé au président a toujours été à la base bien étudié pour que ce soit bien fait, pour que le dossier soit bétonné. Et le ministre Joseph Lé a souvent aidé dans ce sens-là pour que nous puissions montrer cette capacité de faire bien pour que ce qui vient de la marque de la griffe présidentielle soit toujours un succès. Et c'est ce qui s'est passé avec l'IAI. Rappelez-vous que le campus de l'IAI, c'est un don de chef de l'État. Rappelez-vous que le nom de l'IAI, du campus, s'appelle, c'est Centre d'Excellence Technologie Paul Biya. Le nom du campus, c'est le Centre d'Excellence Technologie Paul Biya. Donc c'est le nom du président de la République. Et je peux me tromper. Il ne se souvient pas qui est un édifice. C'est le seul édifice. Ah oui, il ne se souvient pas en tout cas qu'il y a un édifice qui porte de façon officielle le nom du chef de l'État. Et on attend toujours l'officialisation pour le stade, sinon pour l'instant... je ne sais pas pour le stade, mais ce que je dis, c'est que je ne pense... Je peux me tromper, parce que les décisions peuvent être prises sans que je sois au courant, mais tel que, puisque la lettre que nous avons envoyée au chef de l'État
pour proposer que le campus porte son nom est ressorti du cabinet du président avec le très haut accord du chef de l'État. Donc, nous avons encore cette copie de la copie de cette lettre. Donc, c'est vraiment un grand honneur pour nous, un grand bonheur pour nous de montrer que le président de la République, par ces actes-là, est resté fidèle à ces triptyques éducation, jeunesse et digital. Et puisque l'IAI regroupe ces trois thèmes, hein, éducation, c'est une école, c'est de l'éducation, jeunesse, ce sont des jeunes qui sont à l'IAI, et puis le digital, c'est l'informatique, enseignement de l'informatique. Donc, je pense que le président de la République a toujours montré cet encouragement à la jeunesse pour que cette jeunesse-là soit une jeunesse moderne, une jeunesse inventive, créative, une jeunesse qui ose, comme il me l'a dit dans un de ses discours, pour que le Cameroun soit demain un Cameroun prospère et fort. Et de ce point de vue, je pense que ce livre est la marque de cette prospérité à venir qui va faire du Cameroun l'un des pays les plus grands d'Afrique, je l'espère. Est-ce qu'on peut se dire que ce livre, c'est une façon de dire merci au couple présidentiel pour leur impact dans votre vie au quotidien, notamment votre vie professionnelle? Bien évidemment. Dans ce livre, en fait, nous mettons en lumière que les deux premières parties sont consacrées radicalement à votre relation avec la première dame du Cameroun. Absolument. Et que la troisième partie est consacrée au président de la République pour sa participation dans la mise en place de l'IAI Cameroun. Et ce n'est qu'à la quatrième partie qu'on parle véritablement de la chaire UNESCO. Alors on se demande si cette grande part accordée au couple présidentiel n'est pas une façon de dire merci, simplement merci. Cette grande part est une part utile. Oui, bien sûr. Parce que, au moins, on comprend votre parcours. Voilà. La chaire UNESCO n'est qu'un aboutissement des actions de la première dame et de son illustre pour le président Paul Biya. Et je dois vraiment le redire, le président de la République est un très grand homme politique. Parce que quand on voit ses réalisations, quand on voit ses choix, quand on voit ce qu'il accompagne, on comprend que le président ne pose pas des actes anodins. Donc, je pense que le soutien qu'il a toujours apporté à l'IAI notamment, en réalité, c'est pas à Amanclo Labanda, mais c'est à cette jeunesse qui se sert de cet instrument panafricain, que l'institut africain d'informatique, qui, vous le savez, a été créé par les chefs d'État africains le 29 janvier 1971 à Fort-Lamy, ancienne appellation de N'Djamena, par les chefs d'État africains en 1971. Et sachez que l'idée de création de l'IAI même est née en 1970 à Yaoundé, au siège de l'OCAM. L'ex-siège de l'OCAM, c'est actuellement le siège du ministère des Relations extérieures. C'est là où les chefs d'État ont pensé l'idée de création de l'IAI. Et un an après, la signature de la convention de création a été effective. Donc, quelque part, le président de la République aussi, on va dire, en conséquence du génie de ses pairs qui ont signé la convention de création de N'Djamena, est dans cette continuité de soutenir cet instrument interétatique qui permet de former des informaticiens de très bon niveau pour le Cameroun et pas le Cameroun au niveau de notre pays, pour l'Afrique et pas les Africains au niveau du continent africain. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir l'expression que vous utilisez pour décrire la première dame Chantal Biya, une madone. Une madone pour l'IAI Cameroun. Pourquoi madone? Madone, la première dame, est on va dire j'ai beaucoup de mots qui me viennent à l'esprit, mais je ne sais pas lequel prendre. Je ne sais pas lequel prendre. Mais Madame Chantal Biya est, on va dire, l'ange gardien de l'IAI Cameroun. L'ange gardien, parce que à chaque fois que nous sommes en difficulté, elle est toujours prête à nous aider. À chaque fois qu'elle organise des activités, qu'elle a des projets, nous sommes toujours invités. Rappelez-vous quand elle a été faite ambassadrice de bonne volonté à Paris, je fus parmi les rares invités spéciaux de la première dame à Paris.
Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Cela veut dire que la première dame a un amour pour l'IAI, un amour pour les actions de bienfaisance mises en place par l'IAI et qui les met en œuvre par la volonté de Madame Chantal Biya. Je vous ai parlé des sourds-muets, des handicapés, des enfants de la rue, des orphelins. Donc, tous ces enfants-là, toute cette jeunesse en difficulté est soutenue par l'IAI grâce à Madame Chantal Biya. Donc, Madame Chantal Biya, elle est notre vitrine, elle est notre guide dans le sens de la promotion des actions sociales qui amènent ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui ont des difficultés à avoir aussi accès à l'information. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas l'accès à l'information, on est perdu. Bien sûr. Un autre point qui a attiré notre attention, on constate que vous avez beaucoup illustré votre livre. D'ailleurs, les annexes sont véritablement parlants. C'était pourquoi? Comme pour confirmer vos dires, parce que au Cameroun, on a une tendance à ne pas beaucoup croire. Voilà. On a l'impression que vous avez voulu dire je dis et je confirme. Et je vous montre ce que nous avons fait. Oui. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai très bien compris. Ben vous avez bien compris. C'est-à-dire que vous avez l'art de montrer, de faire la parole et de montrer l'image. Oui. Vous faites la parole et vous montrez l'image. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Oui. Donc celui qui lit le livre, il comprend que tout ce qui est dit est fait. D'ailleurs, on réussit à voir des visages des 100 premières femmes qui ont été formées, visages non à l'appui, comme pour dire on peut les retrouver, c'est du concret, c'est pas des histoires qu'on raconte. Donc, comme je l'ai dit, spéciale recommandation, il faudrait penser à vous offrir ce livre. Un dernier arrêt, les grands acteurs de l'ombre, vous les avez fait ressortir sous la lumière finalement. Ben oui, parce que lorsque... On peut voir le professeur Laurent-Serge Etundjingwa. Oui. On aperçoit le professeur Jacques Famdongo à côté de ceux que vous avez déjà cités, Paul Moutazi, Joseph Lé, Alamine Ousmane, les autres. Tout à fait. En fait, ce sont des acteurs qui sont dans l'ombre, mais qui agissent efficacement pour les projets Opération 100 000 femmes et MIGEF 2035. Voyez-vous. Donc, on ne les voit pas au podium, mais on les sent par leurs actes. Et il était de bon temps que le promoteur que je suis fasse rejaillir ces éléments d'information pour la postérité, pour que les gens sachent quelles sont ces personnalités qui sont restées dans l'ombre, mais qui ont travaillé dans les dossiers de l'IAI, dans les dossiers de la mise en place, de la création difficile de l'IAI. Parce que je vous rappelle que créer l'IAI, ça n'a pas été une chose facile. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ça a été facile, ça a été donné, mais non, ça a été extrêmement difficile. Commencer sans argent dans un studio, à chaque fois il faut créer quelque chose, il faut inventer une situation nouvelle pour améliorer le contexte qui est difficile, et pour avoir une meilleure situation permettant de résoudre les problèmes les problèmes du présent et ceux d'avenir. Donc tout cela a été extrêmement difficile et je pense qu'un jour j'écrirai également un livre pour l'implantation douloureuse de l'IAI Cameroun. D'ailleurs, j'ai déjà le titre, c'est l'IAI Centre d'excellence technologie Paul Biya, du studio au Centre d'excellence technologie Paul Biya. Parce que l'IAI est parti d'un studio au Cradat, une chambre de salon, pour arriver aujourd'hui à un studio, à un campus de 5 hectares. D'ailleurs, j'aimerais quand même signaler à votre public que ce livre, il vient à peine de sortir. Oui, justement. Il vient à peine de sortir. En avant l'exclusivité. Et donc, Info TV a l'exclusivité de sa présentation au public. Voilà. Avant, bien sûr, avant la dédicace, qui sera vraiment le grand déclencheur de toute la promotion du livre, parce que nous comptons faire plusieurs dédicaces
certainement Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Douala, selon un peu les 4 aires géographiques, et peut-être aussi ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres capitales, pour bien montrer ce que nous avons appelé en bas l'exemple du Cameroun. L'exemple du Cameroun. Partager cet exemple avec le monde entier. Exactement. Et c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. D'ailleurs, avant de se séparer, vous avez sûrement dédicacé l'un de ces livres au PDG du groupe La Météo, Dieudonné Vin. On ne va pas refermer ce volet sans refaire un clin d'œil à Fils de Prélat, parce que on se rappelle la dernière fois qu'on était ensemble, on admirait le fait qu'au Gabon, en classe de seconde, ce livre était au programme. Depuis plus de 5 ans. Et voilà. Et aujourd'hui, on annonce également que du côté du Congo-Brazzaville, Fils de Prélat a trouvé également sa place dans le programme scolaire. Dès la rentrée du 1er octobre prochain, le 1er octobre prochain au Congo, Fils de Prélat est dans les programmes de classe de seconde littéraire, de toutes les secondes littéraires, auprès de certains grands ouvrages comme La mort de Chaka, etc. Donc, c'est un grand honneur aussi pour la culture et l'éducation camerounaise, parce que lorsqu'un livre est aussi visible dans un pays, comme ça l'a été déjà au Gabon depuis plus de 5 ans, Fils de Prélat est dans les programmes scolaires du Gabon, je pense en classe de première, et qu'aujourd'hui il sera dès le 1er octobre dans les programmes scolaires de tout le Congo, toutes les classes de seconde littéraire du Congo, tous les élèves des classes littéraires du Congo vont lire Fils de Prélat. Je pense que c'est une véritable victoire culturelle, diplomatique de notre pays. Et je pense que cela montre que notre système éducatif est assez bien bâti, qu'il est solide. Parce que l'auteur de Fils de Prélat est un produit du système éducatif camerounais. Et j'en profite pour dire merci à ce pays qui m'a éduqué, qui m'a encadré, et de dire à tous les pays du monde entier que le système éducatif camerounais peut se vendre en lettres d'or, parce que nous avons de grandes potentialités en matière de capital humain sur tous les plans, pas seulement dans le domaine de la littérature, mais dans le domaine scientifique également. La preuve, lorsque j'étais à l'IAI, étudiant à l'IAI, dans toutes nos salles de classe, les 5 premiers souvent étaient presque tous camerounais. Oui, donc parfois on avait les 2 premiers ou les 3 premiers camerounais, mais quelquefois on arrivait à avoir 5 premiers camerounais. Du coup, on a envie de se demander, peut-être je vais le faire de façon rhétorique, comment on peut avoir des livres de qualité, un livre comme Fils de Prélat qui a autant d'impact dans le monde, et ne pas l'avoir dans le programme du système camerounais, lorsque l'on sait véritablement que les autres jouissent de ce contenu important, de cette qualité d'écriture qui est la vôtre. Peut-être vous n'avez pas de réponse puisque ce n'est pas vous qui décidez des livres à cette question, je passe, au programme. À cette question, je passe. Mais nous, on a envie de se poser sûrement avec beaucoup de téléspectateurs qu'à quand l'entrée de Fils de Prélat également dans le système éducatif camerounais. Je pense que ceux qui nous écoutent savent ce qu'ils doivent faire pour que tous les Camerounais, comme ceux du Congo, comme ceux du Gabon, puissent avoir également le bonheur de toucher ce livre du doigt. Alors, je vais vous demander cette dédicace avec pour plaisir. Le PDG. Oui. Et puis, on va prendre votre dernier mot avant de se quitter. Spéciale recommandation pour les téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. On aura sûrement des endroits où on pourra trouver ce magnifique livre. Oui, bien sûr, mais pour l'instant, il vient juste sortir. On est en phase de voir comment est-ce qu'on va organiser d'abord la dédicace. D'accord. Après la dédicace, bien sûr, vous aurez tous les lieux pour pouvoir obtenir ce magnifique livre, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, clic présidentiel, et accepter ici l'exemple du Cameroun. Vous aurez l'occasion de voir comment le numérique s'est développé au Cameroun, gagne du terrain, et que tout le monde aujourd'hui a la possibilité, à travers un clic, d'avoir accès au numérique grâce à l'IAI Cameroun, grâce à Armand-Claude Abanda, que nous avons eu le bonheur de recevoir ce soir sur ce plateau. Donc désormais, c'est officiel, vous avez tout le parcours. Alors n'hésitez surtout pas, peu importe où vous vous trouvez en ce moment, demandez ce livre-là pour partager cet exemple qui vient du Cameroun à travers le monde. Voilà, la dédicace pour Dieudonné Vin.
de la part d'Armand-Claude Abanda. Merci beaucoup pour lui. Pour le livre. Voilà. Je ne sais pas si je dois me permettre de lire à sa place, mais je vais le faire à mon frère Dieudonné Mva avec ma gratitude et chapeau pour ton excellent travail. Bravo à Info TV, Armand-Claude Abanda. Merci beaucoup. On va prendre votre dernier mot avant de se séparer. Qu'est-ce qu'on garde en mémoire après vous? Je pense que c'est toujours cette notion de compétence et de comportement. Comme j'ai toujours dit aux jeunes, que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes aptitudes, pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. J'ai envie de vous dire que tout le monde est en train de chanter avec vous à la maison. Ben, tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a passé un très bon moment en votre compagnie. Je suis sûr que les téléspectateurs aussi. On va vous souhaiter bon vent, beaucoup de courage dans ce que vous faites et repartez avec les bénédictions des femmes et des jeunes qui vous remercient. Merci infiniment. Allez, on est arrivé au terme de cette émission, chers téléspectateurs. Nous étions donc en compagnie d'Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, titulaire de la chaire UNESCO de l'Afrique centrale, accepté ici. On va vous laisser poursuivre tranquillement votre soirée sur Info Télévision. Je remercie toute l'équipe technique, une grosse mobilisation. Je remercie Eric Oukoué qui a été au four et au moulin pour les visuels dans cette émission. Merci à Ismaël, merci à Nadège Fouidio qui nous a prêté sa magnifique voix ce soir. Merci à Claudianta qui est passé également, qui est un partenaire sûr dans cette émission, et bien évidemment, qui a titillé Armand-Claude Abanda. Je vais lui demander d'enlever quelques jokers. Merci également à Jean-Martin Kinfak, à Fernand Guy, qui était au mixage vidéo, à Benvaz, respect, monsieur Dieudonné Mva. On se dit à très très vite sur ces mêmes antennes pour une autre occasion avec un autre invité. Au revoir.